Bonjour, mon nom est Catherine Perrin, je suis animatrice à Ici Première. C'est un grand plaisir d'être dans le salon urbain de la Place des Arts, un salon urbain complètement plein à craquer. Faites-vous entendre, s'il vous plaît. Ah, magnifique, magnifique. Merci beaucoup, c'est formidable parce que cette soirée marque l'ouverture de Montréal en lumière et marque aussi le lancement d'un spectacle multimédia exceptionnel, Riopelle symphonique, dont on va parler au cours de l'entretien. Et c'est le moment parfait, donc, pour vous présenter cet entretien Art et Société autour de notre plus célèbre peintre, une occasion de parler de lui, parler de son héritage, parce que son héritage continue de se faire sentir. Nos invités, Manon Gauthier, qui est la directrice générale de la Fondation Jean-Paul Riopelle et commissaire générale des célébrations du centenaire de Jean-Paul Riopelle. On va garder les applaudissements pour la fin, comme ça vous manquerez aucun mot, parce qu'ils ont tellement des lignes importantes dans leur réalisation qu'il faut bien les entendre. Donc, Manon, commissaire générale des célébrations du centenaire de Jean-Paul Riopelle. Sylvie Lacerte, à mes côtés ici, qui est historienne de l'art, auteure, chercheuse indépendante et commissaire invitée de l'exposition rétrospective Riopelle, qui sera présentée au Musée des Beaux-Arts du Canada à partir du 27 octobre. Guy Sioui-Durand, qui est sociologue de l'art, commissaire indépendant, conférencier et auteur d'œuvres sur Riopelle, entre autres Riopelle Indianité, puis au nord parmi les Ongwe. Il est lui-même Wendat de Wendake. Et finalement, Blair Thompson, qui est ici, peut-être un peu nerveux parce que ce soir, c'est la première officielle de son œuvre. Donc, Riopelle symphonique, il est le compositeur de cet immense projet, entre autres sur des thèmes de Serge Fiori. On aura l'occasion d'en parler. Mais pour l'instant, j'ai envie de leur demander, chacun leur tour, quel a été leur premier choc Riopelle. Vous savez, on connaît le nom de Riopelle. Quand on est jeune, on a vu des choses. Mais il y a un jour, ça a dû arriver à beaucoup de gens, surtout à des gens qui s'intéressent à l'art comme eux, un jour où tout d'un coup, ça nous prend, ça nous saisit, et là, c'est plus fort que tout. Tiens, on va commencer avec Manon Gauthier. Ma rencontre avec Riopelle, que je n'ai jamais rencontrée en personne, a été un électrochoc. C'est une rencontre entre deux hommes qui, elle non plus, n'a jamais eu lieu. Michael Audin, qui est le président et le fondateur de la Fondation Riopelle, qui a commencé à me parler de sa passion. C'est un homme de la Colombie-Britannique, un amoureux de Riopelle depuis que lui-même a 16 ans. Et c'est là où j'ai véritablement pris la pleine mesure de l'impact de Jean-Paul Riopelle dans l'histoire de l'art, ici au Québec, au travers un regard qui venait de la Colombie-Britannique. À travers un regard. Alors, c'est venu nous secouer un peu la mémoire. Hein. Je me disais, c'est vraiment un coup de sonde. Il faut se regarder dans le miroir et se dire qu'on se doit d'exercer notre devoir de mémoire et de lui rendre hommage. Guy Sioui-Durand, le premier choc Riopelle. Premier choc, Riopelle, c'est Riopelle lui-même. Ah ah, le chanceux, lui, il l'a rencontré. J'ai rencontré à 3 reprises, passé même quelques jours avec. 97, symposium de Baie-Saint-Paul, c'est la fin. Les artistes s'apprêtent à partir, défaire les œuvres. La porte de l'aréna où ça se passait, le symposium de peinture en direct, est ouverte. Arrive une Rolls-Royce. C'était pas un corbillard, au moins? Non, c'était pas le corbillard. Et la porte s'ouvre. Et c'était comme si ça avait été... voilà Jean-Paul Riopelle qui vient, un peu comme dans l'idée de transmission, arrive, les artistes sont là, et il va y avoir une rencontre qui est non prévue, mais qui appartient à, je dirais, 3 mots importants qui vont revenir plus tard. Le premier, territoire. Hein? Il vient de traverser le fleuve, il est au milieu avec les grandes oies. Il vient aussi par amitié, par affinité, parce qu'un des artistes que j'avais invité à l'époque, Jean-Pierre Bourgault, le sculpteur, c'est lié d'amitié avec les Bourgault, il est là. Et imaginez les jeunes artistes un peu
cette idée des aînés, hein, c'est important chez nous. Uh-huh. Tout est là. Et, quelque part, deux mots importants chez Riopelle, la vitesse, les autos, les bateaux, les avions. Et de l'autre côté, peut-être cette utopie qu'a porté le 20e siècle, parce que c'est un artiste du 20e siècle, que l'art, c'est la vie. Voilà. Beau choc, c'était Beau choc. complet. En une rencontre, il y a beaucoup de choses qui ont émergé. Sylvie Lacerte, Baie-Saint-Paul, je sais que vous avez beaucoup fréquenté évidemment ce symposium, mais vous n'étiez pas là en 97. Votre choc Riopelle, alors, on se reporte Bien, mon quand? premier choc Riopelle, ça a été Rosa Luxembourg, quand l'œuvre a été présentée pour la première fois chez Michel Contemporain International. Michel Tétrault, Art contemporain, international, dans le Vieux-Montréal. Et puis ensuite, évidemment, au Musée du Québec. Mais des rencontres chocs aussi se sont faites par l'intermédiaire de jeunes artistes que j'ai rencontrés et qui ont subi l'influence de Riopelle. Et ça a été vraiment une belle rencontre. Ah oui, donc on l'a déjà, cet effet de percolation, là, Riopelle à travers d'autres. Et d'ailleurs, l'exposition que vous allez préparez pour Ottawa va montrer ça. Alors, il y aura de ces artistes-là que j'ai rencontrés, évidemment, qui vont être dans l'exposition. Et puis, donc, le lien entre les œuvres de Riopelle et les œuvres de ces artistes-là n'est pas artificiel, pas du tout. Et voilà, puis il y a aussi, évidemment, des œuvres extraordinaires que j'ai vues en préparant l'exposition chez des collectionneurs privés dans des collections publiques aussi, donc, parce que là, ça nous Donc, apprend. si je comprends bien, plusieurs chocs en préparant l'exposition aussi. Oui, absolument. Collection de chocs. Et pour vous, Blair Thompson, qui venez du monde de la musique, qu'est-ce que c'est que vous décririez comme premier choc Riopelle? J'ai plusieurs chocs, comme Sylvie. Le premier choc, c'était lorsque Riopelle est mort, en 2002. Je découvre que je suis né le 7 octobre, la même date que Riopelle lui-même. Et 20 ans plus tard, je commence la composition pour une œuvre de Riopelle. Deuxième choc, une semaine après, j'étais avec un ami dont le nom je ne peux pas dire, je ne veux pas faire de name dropping, qui a une Riopelle à son appart. Et j'ai dit, ça me fascine, là, ça me fascine. Troisième choc, je suis devant 6 tableaux de Riopelle des années 50 et je tremble, littéralement. Je vois les couches par-dessous de couches. Et là, je me disais, je suis né pour écrire. Ah oui. Ouais. Donc, je ne savais pas que ça serait le centenaire de Riopelle, par contre. Ça a déclenché une vibration chez vous, là, littéralement. Vraiment, en tremblant. Littéralement. Oui, voilà. Ouais. Alors, des vrais chocs intéressants, tous différents. Maintenant, il faudrait que je demande à Manon Gauthier, puisqu'elle est à la tête de cette programmation du centenaire, pourquoi la célébration devait être multidisciplinaire, Manon? On la voulait beaucoup à l'image de l'artiste. Lui-même avait des intérêts très, très variés en matière de culture, les inspirations qu'il tirait de toutes les disciplines artistiques, évidemment les arts visuels, l'inspiration constituait la nature, le théâtre. Riopelle a aussi conçu, avec d'autres grands artistes, des corps de théâtre. Et à Paris, il a côtoyé des auteurs majeurs comme Beckett. Alors Beckett a travaillé avec Giacometti, Calder, Miro. Évidemment, n'oublions pas nos artistes québécois, Bordua et les artistes du mouvement automatique. Si on continue dans le multidisciplinaire, on parlait du théâtre. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art auxquelles lui s'est intéressé? Oui, l'architecture. Il a toujours aimé l'architecture, le design. Il a côtoyé Madeleine Arbour énormément. Et donc, cette forme d'art l'interpellait énormément, a donné l'idée aussi de bâtir une fondation. Le cirque. Alors, Jean-Paul Riopelle adorait le cirque, avait une fascination aussi pour les clowns. Il y avait certains clowns très célèbres, Alex et Quito, peut-être que certains d'entre vous les connaissez, mais... Ça, c'était à Paris ou... Oui. À Paris. Et à ce moment-là, je pense que ça a éveillé aussi chez lui cette curiosité envers l'inter et la multidisciplinarité. Ah, d'accord. Donc, de demander aux 7 doigts de la main de faire un spectacle inspiré par Riopelle,
c'est lié un peu à cet amour que lui avait pour le cirque. Absolument. Et le dernier point qui est très important, ça a été aussi beaucoup les métiers d'art, les artisans. Alors, de son travail à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence, Jean-Paul Riopelle a eu l'idée de créer une fondation qui visait, ni plus ni moins, qu'à rassembler les diverses formes d'art et d'amener les créateurs ensemble dans un dialogue ou une série de dialogues pour pouvoir créer et amener à pousser leur art encore plus loin. Ouais. Et lui-même a poussé son art dans plusieurs disciplines, Sylvie Lacerte. Et vous allez, je pense, être très multidisciplinaire dans votre exposition d'Ottawa. Oui, bien, ça sera une rétrospective, une vraie rétrospective du début des années 40, alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, jusqu'à la fin de sa pratique en 1992, où on pourra vraiment constater tous les médiums qu'il a utilisés. C'était vraiment, comme dit Gilles Daigneault, un touche-à-tout. Aquarelle, estampe, sculpture. C'est incroyable. Et évidemment, à la fin, les pochoirs avec la peinture aérosol, la peinture à l'huile, bien évidemment. Et puis, donc, il a vraiment touché à tout, à toutes les matières aussi. C'était un homme qui aimait la matière. Et on le sent aussi dans ses sculptures, on voit son toucher, là, et puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis, quand on parlait des artisans, il était très, très admiratif de tous les artisans avec qui il travaillait, notamment les imprimeurs de la Fondation MAG qui faisaient ses lithos et toutes les autres estampes. Et puis, il s'intéressait beaucoup aux aspects techniques. Oui, absolument. Oui. Puis il voulait savoir comment ça se passait, il voulait mettre la main à la pâte et puis... donc, il pouvait le faire lui-même, si possible. Alors, on a évoqué plusieurs formes qu'il a touchées, la sculpture, les lithographies, l'huile, les techniques mixtes. Blair Thompson, quand on veut mettre Riopelle en musique, est-ce qu'on fait pareil? Est-ce qu'on y va dans des techniques mixtes? C'est une bonne question. Parce que pour moi, les musiciennes sont les sculpteurs de son. Et le son se propage en 3 dimensions. Donc, pour moi, la musique était un art plastique, même si techniquement, ce n'est pas un art plastique. J'ai toujours conçu le son comme ça. Et les musiciens ils poussent l'air en 3 dimensions. Donc, pour moi, le fait que Riopelle se considérait un sculpteur était absolument critique pour moi. Oui. Parce que c'est un score de sculpture. Mais c'est intéressant parce que donc, est-ce que ça veut dire que quand vous évoquez la sculpture, il y a des couleurs instrumentales qui sont différentes? Oui, par exemple, vous allez entendre au début du 3e mouvement, juste les instruments en bronze, cuivre, les instruments de percussion, bronze, métal, aluminium. Parce que les années 60, Riopelle s'est dit, je retourne entre guillemets la sculpture, même s'il était toujours un sculpteur. Et vous allez entendre un tambour jamaïcain. Tu as parlé tantôt, Manon, des artisans. Et on pense à cet instrument qui n'est pas du tout accordé avec le tempérament de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et quand je l'ai écrit, j'ai voulu que les lignes soient toujours en courbe. Et avec les frottements avec le tambour jamaïcain, combiné avec les crotales et les vibraphones, ça vibre beaucoup, beaucoup. Et ça fait allusion à ce côté sculpturel de Riopelle, par exemple. Et comme Blair Thompson, quand il était devant les peintures de Riopelle et qu'il vibrait lui-même. Guy Sioui-Durand, Blair vient d'évoquer des instruments venus d'ailleurs, des instruments venus de cultures très anciennes. Il faut absolument évoquer les sources d'inspiration qui sont venues du monde autochtone. Et ça a été pour vous, évidemment, un sujet de recherche. Comment maintenant, en 2023, on regarde ce travail de Riopelle par rapport aux cultures autochtones? Je pense qu'il faut venir avec une trilogie. Genre, diraient les jeunes, hein, genre, savoir, savoir-faire et savoir-vivre ensemble. Je m'explique. Oh! Tout geste, qu'il soit pictural ou sculptural, toute inter- ou multidisciplinarité, il faut encore l'élargir aux relations humaines. Et avec, probablement dans une vision autochtone, avec tout ce qui est vivant. L'esprit des animaux, l'importance de ce qui bouge, du mouvement, et quelque part
un certain iconoclasme. Oui, célébration plastique en art, l'art qui parle à l'art. On sait que Riopelle se retrouve avec, on a parlé de Samuel Beckett, Giacometti, John Mitchell à Paris, mais avec Jackson Pollock à New York, et il parle d'art. Et une des premières lieux communs que ces gens ont ensemble, c'est que ce monde autochtone, ce monde de Nord-Amérique et qui s'étend, ce n'est pas que objet artisanal de collection pour les folklores ou les anthropologies qui naissent, c'est de l'art. Ils ont en commun d'avoir senti la d'en force de parler, cet art. on peut remonter à Pierre Govreau qui en parle un peu dans un texte quelque part. Et premier élément entre savoir, savoir-faire, mais encore imaginez un Riopelle qui trouve dans les mouches à pêche tout ce qu'on pourrait mettre dans des macrosculptures, tout ce qui est de l'ordre d'un art, du savoir-faire et qui exige un rapport, que ce soit la chasse, la pêche dans ce cas-ci, avec son bestiaire qui devient l'esprit des animaux, qui nous élargit du hibou premier jusqu'à ce regard qu'il porte dans ses dernières grandes expéditions dans le Nord, à une nature qui change. On pense à toute sa période des icebergs, mais aussi à ses savoirs, cette résilience qui se poursuit et quelque part qui rejoint peut-être tantôt quand il va y avoir la création musicale symphonique en ville. Si on prend une mitaine de femmes inuites ou encore celle des enfants et que, après avoir regardé que tous les mouvements, toutes les cordes, les ficelles sont aussi des moments de socialisation, de passage, de transmission sur le mode ludique, peut s'ajouter des bruits dont on ne sait pas trop la provenance si on n'est qu'une culture d'instruments d'origine européenne. Les ossements au bout des ficelles et le jeu dans les mitaines qui donnent. Il était curieux de tous ces sons-là? Riopelle a de dit tout. une chose importante. Si tu veux pêcher, pense comme un poisson. Si tu veux chasser, sois à l'affût. Si tu veux comprendre une mouche à pêche, il faut que tu comprennes aussi le poil d'orignal dans le sentier. En ce sens, l'œil, les arts visuels, il a su se placer dans le domaine pictural et artistique comme les coureurs de bois qui vont circuler dans nos territoires, vont se rapprocher de nous, les Premières Nations, et ce rapport de tout ça. Et quelque part, sans tant d'influence, mais influence, ça ne va pas d'un sens vers l'autre. Blair, Guy vient d'évoquer des sonorités, des osselets, des pierres, et vous êtes allé jusque-là aussi dans votre musique. C'était un pont parfait, Guy. Merci. J'attendais mon moment, là. Mais non, le setup était parfait. C'était une belle passe. Superbe. Riopelle aimait le hockey. Bien là, écrit. il serait d'accord. Par exemple, vous allez entendre au début du 4e mouvement, et vous allez voir un sculpteur de son qui joue les pierres. Dans la partition, le percussionniste qui joue les pierres, et j'ai voulu que les pierres viennent de l'île des Grues, mais ils m'ont dit, Blair, c'est un peu trop, là. Donc, le percussionniste m'a dit, Blair, là, ils viennent du canal de la Chine, ils sont écœurants. Donc, ce soir, vous allez entendre ça. Donc, 6 de 8 pierres, parce que est-ce que tout le monde connaît la photographe avec Riopelle, quelque part dans le Grand Nord, devant un glacier, et avec un regard, comme je disais à Guy, tout à fait riopellien. Oui. Et les pierres à ses pieds. Et je me disais, c'est clair, les pierres vont être jouées, accompagnées par la section de cordes, très, très complexe, qui fait allusion au jeu de ficelle que Riopelle lui-même a trouvé extrêmement beau et séduisant. J'aimerais ça que Guy nous explique qu'est-ce que c'est un jeu de ficelle. En fait, les jeunes enfants avec de la ficelle, d'accord, tu peux faire toutes sortes de formes avec tes doigts, tu joues et des formes apparaissent. Ouais. Et lorsque tu as un regard d'artiste visuel, tu vois les formes, tu vois les mouvements et aussi les mains. Et quelque part, l'extension du langage. On est dans la décennie de revitalisation des langues autochtones, mais poussons les langages avec le corps. On peut aller du côté de leur performance, du théâtre,
de la musique expérimentale, mais aussi de la peinture en direct, des spatules. Tout ça se met en branle, mais ramenons ça à quelque chose de plus fondamental chez Riopelle qui va aller dans les deux sens, je pense, aller vers les enfants, aller vers cette idée du langage qui déborde toutes les catégories avec lesquelles on veut toujours appréhender les humains. Hein? Quand on dit en Wendat et en Kanengea, hein, les humains. Vrai. Et Riopelle a cette chose-là, et il va aller d'un autre côté avec un beau mot, hommage. Et comment il va faire d'hommage à plein de personnes, dont Jules Sioui, Maurice Richard. On a parlé de hockey quand j'ai passé 2 jours avec lui à Montmagny, entouré de ses œuvres en 92. Et derrière ça, le conteur, les mots, il rejoint encore des personnages fabuleux, comme chez nous, le Trickster, qui compte des histoires invraisemblables, mais qui réhabilitent l'humain. Et lui, Riopelle, il le fait en œuvre. Qui est très rusé, le Trickster aussi, qui joue des tours. Le Trickster est rusé, mais ses ruses se retournent toujours contre lui. Ah. Mais pour réhabiliter l'humanité. Voilà. Oui. Mais Riopelle aimait rire beaucoup. Mais Riopelle était un trickster lui-même. Oui. Et pour revenir au jeu de ficelle, c'est un jeu auquel on a probablement tous joué quand on était c'est ça, quand on petit. faisait la Tour Eiffel. Et c'est un jeu qui date de temps immémoriaux et qu'on retrouve partout sur la planète. Donc, mais Riopelle l'a découvert quand il est allé au nord. Alors, Et il en a fait une série d'œuvres. qui sont absolument C'est une extraordinaires. notion de transmission aussi. Le jeu, par la nature même, que ce soit les enfants, que ce soit, il y a une notion de transmission. Et je pense que ça, c'est une détermination également d'arriver à transmettre son art tout au long de ces décennies. C'est pas tous les artistes qui arrivent à avoir une période de création aussi élargie. Donc, ça implique d'expérimenter, ça implique aussi de transmettre. Ça, je pense que c'est aussi un des objectifs de la Fondation. C'est ce qu'on essaie de faire, de transmettre cet héritage-là, de transmettre les savoirs, les savoir-faire, de mobiliser aussi la nouvelle génération d'artistes. Je pense que c'est fondamental. On peut célébrer le passé, mais c'est encore plus significatif quand on arrive à en transmettre les savoirs et c'est comme ça que les artistes aussi deviennent immortels. Et il y a plusieurs expositions qui vont refléter ça tout au long du centenaire. Et c'est déjà commencé avec, entre autres, une exposition à Joliette. Exactement. Toutes les expositions sont complémentaires, donc il n'y a aucune redite. Vous allez voir aux 4 coins du Québec, il y a suffisamment de matière à travers les 6 décennies qu'a créé Riopelle, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, pour arriver à avoir un panorama complet. Et sans doute infini, parce qu'à tous les jours, on découvre de nouveaux trésors, mais chacune des expositions a une thématique complémentaire aux autres. Puisque Manon évoque la longévité, toutes ces décennies traversées, Blair Thompson, ça a inspiré la structure de votre œuvre, ça. Oui, j'aimerais juste faire une allusion à un côté trickster, parce qu'il y a un moment de trickster aussi, dans le deuxième mouvement. Ah, Mais OK. c'est le côté enfantin. Oui. Et il était, parmi tout, un artiste créatif qui a interprété son sens de soi grâce à son art. Et sans le côté enfantin, on ne peut pas créer. Il faut être animé, excité tout le temps, soit avec une sculpture ou les notes. Mais il existe dans le deuxième mouvement qui brasse, il y a un passage enfantin. D'accord. Non, je retourne à Et votre après, question. donc, on vieillit en suivant la forme de l'œuvre. Oui. Bref, la structure, on a décidé, ça va être une pièce pour orchestre et chœur, 75 minutes. On divise en 5 parties. Donc, chaque mouvement est jumelé avec une période de sa vie, une décennie à peu près. Et la façon que j'ai intégré la musique de Serge Fiori, c'était, Serge m'a donné cette chanson, et j'ai pris une mélodie ou un fragment, ou juste un petit morceau, et on entend ça au début. Très torqué, pas du tout, on ne sait pas exactement c'est Transformé. quoi, Oui. mais c'est Serge. Et on arrive à la fin de chaque mouvement et on reconnaît la musique de Serge. Donc le voyage entre la proposition musicale au début jusqu'à la fin, c'est la partie où vous tous sont vraiment les créateurs ou les spectateurs aussi d'un tableau musical qui se construit. Donc, c'était structurellement, c'était la façon que j'ai intégré la musique de Serge. En fait, c'était un filtre vers lequel j'ai essayé de capturer
ce sens magnétique de Riopelle qui m'a tellement séduit. Ouais. Alors donc, le fil de sa vie va se dérouler, mais ça va être à chacun de nous de nous raconter l'histoire. Il n'y a pas un narrateur qui va nous lire la biographie de Riopelle. Là. Rassurez-vous, là, on est dans quelque chose... Le niveau à laquelle on reconnaît la musique de Serge est jumelé avec le niveau, et j'ai choisi mes mots avec prudence, d'abstraction. C'est une phrase très bien connue de Riopelle. Il s'est dit... la notion d'abstraction, les gens pensent que mon art est abstrait. Pour moi c'est figuratif, parce que d'abstraire, c'est de prendre de la nature, ou de prendre de quelque chose. Moi, je ne prends pas de la nature, j'entre dans la nature. Je vais vers la nature. Je vais aller dedans. Ouais. Donc, même si donc le deuxième mouvement, le troisième mouvement sont plus, entre guillemets, abstraits, et le quatrième et le cinquième mouvement sont plus, entre guillemets, figuratifs par rapport à la musique de Fiori. Mais Catherine, il y a une liberté dans tout ce qu'on vous raconte. Hein, c'est des fragments, c'est peu de temps. Mais je pense que ce dont il faudra se rappeler, et ça se reflète beaucoup dans l'œuvre de Blair et Riopelle symphonique, c'est cette liberté. Riopelle, ce dont on doit se rappeler, c'est cette liberté d'être, de créer, de devenir, de durer aussi dans le temps et de transmettre son art. Et je pense que ça, c'est une thématique encore aujourd'hui qui doit interpeller, mobiliser et inspirer nos artistes. Et de ne pas être identifié à un mouvement ou à un courant artistique. Alors lui voulait être le plus libre possible, et puis c'est pour ça qu'il nous a donné tous ces changements d'iconographie, si on veut, à travers ces presque 60 ans de vie artistique. Et il nous surprenait tout le temps. Quand on voyait des nouvelles choses, on ne s'attendait pas à voir ça. Et en même temps, on le reconnaissait. C'est ça qui est fascinant. Bien, pas toujours. Pas toujours? Parce qu'il y a eu des détracteurs, évidemment, quand Riopelle est retourné à la figuration. Ah oui. Et dans les années 80 particulièrement. Donc, lui en avait rien à faire de tout ça. C'est intéressant, Sylvie, ce que vous dites, parce qu'il retourne, il n'en a rien à faire, lui, d'être officiellement un des papes, un des créateurs de la modernité. Il n'en a rien à faire, hein, parce qu'il n'a jamais vu ça d'une manière... Là, je vais m'avancer, mais je ne suis pas la seule à le dire. Là, il y a Robert Lepage l'a dit, Madeleine Arbour l'a dit. Il n'a pas beaucoup intellectualisé Guy Sioui, Riopelle. Au contraire, c'est quelqu'un qui connaît vraiment les tendances de l'art, des avant-gardes. On est dans les entretiens art et société. Alors, avec Riopelle, on peut suivre aussi ce qu'on pourrait appeler les éléments qui tissent le monde des idées, la vie des idées culturelles. Et Riopelle, il sait très bien qu'il se retrouve entre Paris, New York, et il place Montréal et un peu plus loin sur la carte des avant-gardes, parce qu'il faut comprendre, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est dévastée, les John Mitchell, les artistes débarquent à Paris, on vient rejoindre la ville lumière, et bientôt les avant-gardes vont se déplacer parce que ça va se passer à New York. Et donc tout ça, Riopelle participe sans ni cautionner, ni adhérer, mais il place. Voilà, mais lorsqu'il signe le manifeste du refus global avec Bordua, et ils prennent en charge, là où Osias le Duc le dit, la Société canadienne française catholique n'ira pas plus loin. Allez-y. Lorsqu'il se retrouve à placer dans des changements de style, hein, le passage des spatules colorées, de ces forêts, de ces bestiaires vers les icebergs. Aujourd'hui, on regarde les icebergs, ils fondent, et c'est le Père Gélissol, et c'est la fin, peut-être, pour plein d'espèces de ce qu'on appelle le bestiaire, l'esprit des animaux. Et lorsqu'il termine cycliquement avec les grandes oies au milieu du fleuve, entre les deux rives, il ouvre ce qui va se passer au Québec, c'est-à-dire que là où les artistes sont, là, il y a de l'art. Maintenant, il y a plus de 70 centres d'artistes autogérés au Québec. L'exposition avait lieu au Musée d'art de l'Échafaud. Il a appuyé le Symposium de l'art et la paix à Baie-Saint-Paul. Derrière cette liberté, il y a aussi une façon d'un Riopelle citoyen. En mouvement constant. Voilà. Oui. Et c'était bon de le rappeler, ça.
Oui, en mouvement constant, mais ne cherchant pas à justifier par des théories intellectuelles ce qu'il Non, mais fait. c'est pas parce qu'il les connaît pas. Ah, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, il est au courant de tout, Oui. mais il n'a pas besoin de ça pour se justifier. Non, et continuer à être toujours inclassable. Je pense Oui. que cette notion de mouvement-là, dans le temps, dans les techniques, ça demeure. Il y a quelque chose d'énigmatique toujours autour de Riopelle également, mais je pense que le message est important, que c'est indissociable de la liberté aussi, ce mouvement. Ce passage, le passage avec le mouvement automatiste, de provoquer des changements, d'amener les gens à réfléchir sans jamais l'intellectualiser. Est-ce que c'est... Moi, le mot curiosité me revient souvent quand je pense Ouais. à lui. Quand je pense à, justement, on l'a évoqué rapidement, son amour des voitures, des bateaux, de la boxe, des techniques d'impression. Cette curiosité-là, est-ce que, d'après vous, c'est un des moteurs forts? Ouais, c'est un curieux insatiable dans toutes sortes de domaines. Et puis, contrairement à ce que certains ont dit, il n'était pas étanche non seulement à ce qui s'est passé dans l'avant-garde au début du 20e siècle, mais dans les courants qui lui étaient contemporains, comme l'art conceptuel, l'art de Robert Rauschenberg, etc. Et Il était aussi curieux de tout ça. Ben oui, tous puis ces il a mouvements-là. puisé à l'aune de tout ça aussi. Je pourrais vous donner des exemples, mais vous viendrez voir l'exposition. Et puis... C'est intéressant parce que la modernité, il le résume dans un mot, vitesse et précision. Tu n'as pas droit à l'erreur quand tu roules même avec une vieille Bugatti. Mais si on inverse vitesse, on vient qu'un V comme ça, puis si on ajoute une ligne, c'est amour. Et quelque part, peut-être ce message pour le 21e siècle, c'est dans Rosa Bonheur, Rosa Malheur. Il passe un sentiment qui, on le voit dans le 21e siècle, la place des femmes. J'espère qu'il va en avoir dans ton exposition. Il y en a notre très bien. Et il place donc les sentiments et il va terminer sa grande œuvre qui va aller aussi avec le Rosa cycle des Luxembourg, oies qui- puis le voyage vers l'Ouest. Et qui est aussi, donc, vous l'avez dit à demi-mot, mais qui est un hommage à sa longue relation avec Joan Oh. Mitchell. Oui. C'est une œuvre testamentaire. Une œuvre testament de la vie de Joan ou de leur vie à eux deux? Je me posais la question, est-ce qu'on connaît un peu, je dirais, le code? Est-ce que quelqu'un a craqué le code de Rosa Luxembourg? Marcel Ferron me l'a déjà conté dans une entrevue, mais je vous en parlerai pas. Ça, c'est cruel. Oui. Franchement. Et Sinon, Catherine, il y a- sa fille Isolde m'a dit que sur son table à côté était une biographie à propos de Rosa Luxembourg, Oui. qui est une de mes idoles. Isotte a lu les lettres codées de Rosa Luxembourg. Elle sera ici plus tard, vous pourrez lui poser la question, mais effectivement, on regarde l'œuvre Rosa Luxembourg dans un tout autre regard. Donc, on revient dans l'histoire, mais la réponse, je crois, à la question, c'est qu'elle est aussi en interprétation constante selon aussi notre propre regard sur Rosa Luxembourg. Et je pense effectivement que dans cet élan, parce que Rosa était un élan créatif, un élan de vie, un élan de mort, un deuil, mais aussi un regard, je pense, sur sa vie, sa carrière, sa relation. Oui. Blair Thompson, tout à l'heure, Guy évoquait la place de la vitesse dans la vie de Riopelle, son excitation pour le paramètre de la vitesse, mais on a souvent évoqué sa capacité de contemplation. Guy en a parlé aussi, d'être dans un sentier puis de se mettre dans la place, dans la peau du chevreuil ou de l'oie blanche. Pour un compositeur, ces deux états, c'est fascinant. Il y a beaucoup de choses à explorer, même sur le plan du rythme. Tellement que j'ai besoin des contraintes. Mais surtout, j'aimerais retourner à quelque chose. Il nous lègue une imagination et à propos de sa relevance, son importance à propos de la société. Je trouve qu'on a besoin de plus en plus l'imagination, soit dans le politique, partout. On est rapetissé et la plus grande influence pour moi sur Riopelle était son imagination. Et souvent, je me disais, où est-ce qu'il a commencé le tableau? Pourquoi est-ce que les lignes se convergent? Pourquoi est-ce qu'il a mis autant de couches par-dessous de couches? Et j'ai essayé de percer ça, de percer cet esprit volcanique vers
l'inconnu. Mais C'était de le ma responsabilité percer d'honorer ça. de le percer et justement de le rendre en musique un peu, parce que c'est intéressant, vous évoquez couche par-dessus couche, même dans du 2 dimensions, même dans des peintures, il y a de la texture, et ça fait penser un peu à la façon dont on peut orchestrer, ajouter plusieurs Exactement, Catherine. C'est pas évident. Ces deux formes d'art qui se complémentent pas nécessairement. Un est ancré par la temporalité, la musique, et l'art visuel, on peut passer autant de temps qu'on veut en regarder juste un coin. Par exemple, j'ai utilisé les techniques de Riopelle, couche par-dessus couche, pour les musiciens, les non-musiciens. Par exemple, souvent, un des leitmotifs, c'est les rythmes de 5 et 6 et 7 et 8 et 9 par-dessus l'autre, dans les cuivres, dans les cordes. Donc, ça frotte. C'est jamais stable. C'est une œuvre qui est jamais stable. Il se propage dans toutes les directions. La vitesse, c'est un autre leitmotiv. Il y a plusieurs tempi différemment en même temps. Oui. Et le deuxième mouvement... Bon courage au chef. Oui, mais j'ai voulu pousser l'orchestre à la limite et je pousse l'OSM au maximum sans que ça tombe en ruine. Mais, non, ils sont capables. Ils sont capables. Oui. Mais c'est important parce que Riopelle a fait les gestes intenses, rapides, on le voit. Et c'est pour moi de prendre relève et d'accepter cette approche esthétique et de transposer ça dans la partition. Ça a dû être un défi passionnant. Combien de temps ça a pris, composer ces 75 minutes de musique? Normalement, ça doit prendre 1 an. Et ça, écoute, je l'ai composé en 2 mois et quelques semaines. Oui. Un peu comme Riopelle. Hein? Oui, mais ça a l'air que Serge Fiori m'a dit, Blair, là, t'es juste tellement out, on FaceTimé, il m'a dit, t'as l'air d'un extraterrestre, ça fait pas de bon sens. Mais pour moi, ça a aidé parce que j'étais capable de travailler comme Riopelle lui-même. Oui. Alors, Riopelle lui-même je vous vois réagir, tout le monde. Sylvie, donc, vous avez cherché à comprendre, évidemment, son mécanisme, sa façon de créer, et c'est ça qu'on dit. Hein? Il y avait beaucoup de périodes de latence. C'est ça. Et quand il commençait à peindre, là, particulièrement dans les années 50 ou même après, il commençait un tableau et puis il n'arrêtait pas tant qu'il n'était pas fini. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Peu importe l'heure du jour, le nombre de jours, etc. Et là, il disait, moi, quand je prends du recul sur l'œuvre, ça veut dire qu'elle est terminée, je n'y retourne plus. Et donc... Est-ce que ça a été pareil, Blair? Une fois terminé, fini? Oui, mon job. Oui, mais c'était... En fait, je suis content d'avoir écrit aussi vite parce que c'était dans le sens empathique. À un moment donné, je me disais, je transcris un rêve. Et dans le rêve, je me voyage dans les notes de Serge et dans l'esprit de Riopelle. Et c'est une transcription de ce rêve dans une folie de travail tellement intense que... Mais j'imagine que ça a pris... Alors, on a parlé de la période de composition, mais il y avait eu, pour vous mettre dans cet état-là, il y avait eu une période de préparation qui avait été longue, j'imagine. Oui. 3-4 mois, mais j'ai eu les autres commandes, donc... OK, c'est pas à temps plein, mais quand même, ça tournait. J'ai rêvé beaucoup. Et Manon, vous avez été très près dès le début de ce processus? Oui, ben c'est un projet où on essayait aussi d'établir ce lien entre la musique et entre Riopelle. Dans la vie, il y a la musique qu'on entend et la musique qu'on écoute. Et dans le cas de Riopelle, ça nous ramenait beaucoup à une espèce de trame sonore de son existence. Alors, le petit Riopelle en canot sur le lac, le craquement des cadres dans son atelier. On essayait de rechercher quelle musique lui-même écoutait. Iseut me disait, il aimait la Bolduc, il aimait Satie, il aimait Wagner, il aimait Barbara, il aimait Vic Vogel, Miles Davis. Donc, une espèce d'éclectisme qui est aussi... Le bruit des fanfares parisiennes, les fanfares de rue également a été soulevé. Donc, on arrive à un éclectisme également qui est beaucoup à l'image de sa vie, de sa carrière également. Et ça, je pense que ça nous donne une espèce de canevas de base pour se dire, comment établir ce lien-là d'une musique qui est omniprésente dans nos vies et
Ensuite, D'accord. je pense que c'est de créer sans limite, sans compromis, avec toute la liberté qu'on connaissait à Riopelle, et c'est ce que Blair a fait. Je pense que Guy voulait Oui, réagir à ça. je trouve ça beau, cette intensité de la création, lorsqu'on la replace dans l'intensité de vivre, c'est le sens de la communauté et de la fête et de l'accueil qui pourrait venir compléter ça. Je donne, dans sa période parisienne, après, c'est les amis, les repas, toute cette communauté que l'œuvre semble s'être opposée et qui, là, se raccommode. La même chose lorsqu'il est dans ses années Estérel, où on sait qu'il a peint des chaloupes, mais il fait venir César Néouachiche, hein, le grand fabricant Atikamekw de canots, avec toute sa famille. Parce que s'il revient en territoire, à la limite du territoire Atikamekw, il place aussi ces éléments, un peu lorsqu'il est du côté du fleuve, il va vers ceux qui font la course des glaces sur le fleuve. Donc, il n'y a pas c'est pas une brisure, c'est quelque part une manière, d'autres parleraient de poésie de vivre, mais c'est aussi de calibrer. Qu'est-ce que ça signifie créer des œuvres de culture entre nature, technique et quelque part la cité? Hein? Oui, Donc ça, c'est important. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup évoqué la nature, mais Sylvie, vous me disiez tout à l'heure avant l'entretien que la ville le fascinait aussi. Oui, quand il était à Paris, la ville le fascinait et la ville devenait un paysage urbain, mais un paysage néanmoins, et les titres étaient évocateurs de la ville aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Il y aura quelques œuvres comme ça dans l'exposition. Et puis, je voudrais revenir à la musique, mais Riopelle n'écoutait jamais de musique quand il travaillait. Ah bon? Jamais. Il était dans le silence. Il aimait la musique par ailleurs, mais pas pendant qu'il travaillait, contrairement à Joan Mitchell, qui écoutait toujours de la musique quand ça a dû elle faire peignait. quelques chicanes épiques, Oui. on devine. On ne parlera pas de ça. Il y a eu une exposition là-dessus. Oui, c'est ça, donc, qui était magnifique aussi Oui, c'est au ça. Musée des Beaux-Arts Exactement. sur les plaines d'Abraham à Québec, c'est ça. Donc, la ville était aussi présente dans sa création, mais des œuvres, est-ce que c'est parce elle est en quelque sorte diffuse, déguisée, ou est-ce qu'il y a certaines œuvres où elle est même perceptible, visible? Le titre, évidemment, nous influence toujours un peu pour lire une œuvre. Hein? Donc, quand il y a une œuvre qui s'appelle « Il était une fois la ville », Ben oui. alors là, on cherche des points de référence et tout ça. Cela dit, il était, semble-t-il, tout un trickster avec ses titres. Exactement. Oui. Et il y en a une, d'ailleurs, qui date de 1942. Alors, il était encore avec son professeur Henri Bisson, où il faisait de la peinture figurative naturaliste. Et une nature morte, et il y en a une dans laquelle il y avait un crâne, et il l'a intitulée « Une nature bien morte ». Donc ça, c'était en 42, il n'y avait pas 20 ans encore. D'autre part, la notion de jeu était omniprésente aussi dans la question des titres. Il y a beaucoup, beaucoup de 100 titres. Hein, quand on approche les 7000 œuvres, il vient un temps. Mais sa fille Iseult me racontait à nouveau que quand elles étaient petites, il installait des toiles et puis il leur demandait de trouver des titres pour les tableaux. Il disait aussi que les voyages inspiraient les titres. Alors, plutôt que d'embêter les amis pour en trouver. Donc, il y a toujours cet humour riopellien, puis cette intrigue autour de ça. Détachement. C'est pas du détachement, mais est-ce que ça veut dire qu'il accordait une importance assez relative au titre? Ou c'est ce processus-là qui avait un sens pour lui? Qu'est-ce que vous en pensez, Guy? Ben moi, je pense que... Prenons la joute. Hein? Le cercle. Est-ce qu'il prend feu, là? La présence des animaux. Et quelque part, le jeu, on peut penser, si on va vers l'esprit autochtone, à la crosse, on peut penser vers le hockey, mais en fond, il revient à la cour d'école et c'est la joute du jeu de drapeau. Oui. Mais alors, l'énigme... Juste pour situer les gens, la joute, c'est cette œuvre sculpturale immense qui est à la place Jean-Paul Riopelle et qui est aussi une fontaine et qui comprend aussi un cercle de feu. Mais donc, ça, c'est un titre où ça colle, là, on pense. Non, parce que l'énigme, il manque une équipe. Qui affronte les personnages bestiaires, tout ça? Est-ce que ça devrait être des personnages fabuleux? C'est nous. Je ne sais pas, quelqu'un comme Copper Thunderbird Morisseau,
Ou encore, ça pourrait être le public. Mais vous y effectivement. voyez ce que vous voulez y Oui. voir. Voilà. Je pense que c'est là aussi, dans la question des titres, une œuvre qui s'appelle Hochelaga, on peut penser qu'elle a été inspirée par Hochelaga. Peut-être pas. Et c'est vraiment dans l'évocation aussi, je pense que vient cette liberté autant de créer que de l'interpréter à répétition. Quand je vois une œuvre de Riopelle, je suis toujours remplie d'émotions, mais chaque fois que je l'observe, que je la contemple, je vois autre chose. Alors, je reviens à ma question du début, puisque l'entretien achève. Comment ça se fait? Donc, est-ce que ce serait un peu ça qui explique que 100 ans plus tard, c'est toujours aussi pertinent comme œuvre? C'est la multiplicité des portes d'entrée, des regards, de ce qu'on peut y mettre nous-mêmes? Comment ça s'explique? C'est mon tour. Oui, on y va dans l'ordre. C'est un art, tu veux voir encore et encore et encore et encore son art. Et la phrase qui revient toujours, moi, il rend le complexe compréhensible. Sans prétention, un artiste, le plus grand compliment que je peux donner à un artiste, il était pur, il était intègre et sincère. Et je me sens... Le centenaire n'est pas juste un voyage nostalgique à travers la vie de Riopelle, c'est aussi un regard qu'on porte sur la société d'aujourd'hui et sur tout ce qui est encore pertinent. On parle de liberté, c'est plus pertinent que jamais. Liberté de créer, liberté de s'exprimer. On parle d'autochtonie, on parle de diversité. Rapport avec la nature. On parle du rapport avec la nature. Riopelle avait vu des choses aussi dans ces années dans le Grand Nord. Hein. C'est pas pour rien qu'on le voit devant un grand iceberg. Et bon, est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce qu'on sonne l'alarme? Donc, c'est de réactualiser, de raviver cette mémoire-là, puis de nous rappeler aussi qu'on a une responsabilité d'inspirer les artistes d'aujourd'hui, de former les artistes de demain. Donc, c'est de conjuguer les deux, d'établir un dialogue entre le passé, le présent, mais surtout avec l'avenir. Mais pour que l'œuvre puisse servir à ça, à ce dialogue entre le passé et le présent, il faut qu'elle soit toute une richesse. Il faut qu'elle soit inépuisable dans un sens. Qu'est-ce qui la rend inépuisable, l'œuvre de Riopelle, pour vous, Guy Siwi-Durand? En fait, dans la langue Wendat, le futur n'existe pas. Ce sont des conditionnels. Il y en a 3. Riopelle, c'est pourvu, au-delà de la commémoration, et là, je vais essayer d'introduire un élément de discernement critique, art web, jeux vidéo, cinéma expérimental, théâtre dans un terrain vague, poèmes tatoués, jusqu'où l'éclatement de l'innovation, de vouloir changer le monde par l'art, peut apprendre d'un aîné. Oui, les commémorations institutionnelles, mais je pense que chaque fois, il faut exiger de Riopelle qu'il vive plus. Et ça appartient aux jeunes générations. Qu'ils vivent plus. Vivre plus et plus que survivre. Ah, d'accord. C'est Riopelle qui exige des générations suivantes de vivre plus? Oui, parce que il a fait sa vie, il l'a assumé entièrement et comme tel, tout en maintenant l'art au poste de commande, si on peut dire. Ben, c'est pas si mal, mais d'autres le font. Donc, on peut parler de la communauté des artistes, on peut parler aussi de ces utopies, nous pourrions tous être des artistes. C'est important aussi de réfléchir à ça. Oui. Et Sylvie Lacerte, pour vous qui préparez une exposition, justement, vous allez mettre en dialogue l'œuvre de Riopelle avec des œuvres de descendants, on pourrait le dire comme ça, d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, de toute oui. origine. Qu'est-ce que c'est qui, pour eux, rend cette œuvre-là inépuisable, puisqu'ils vont s'en inspirer? Bien, ce qui m'a étonné quand je les ai tous rencontrés individuellement, c'est à quel point Riopelle avait laissé un legs. Et moi, je ne m'attendais pas à apprendre de certains de ces artistes-là, dont certains que je connaissais très bien, que Riopelle avait eu une influence de façon directe ou pas dans la pratique de certains de ces artistes-là. Alors, ça m'a vraiment... Donc, à première vue, c'est pas du tout qu'on reconnaît des coups de spatule, Non, c'est non, pas non, ça non. du tout, Non, c'est non. d'une autre nature Oui, d'influence. c'est une autre nature. Oui. C'est vraiment, comment dire, je dirais presque spirituel Oui. aussi, d'une certaine manière.
Ouais, intéressant. Un exemple très concret aussi, là, on a vécu une expérience fantastique récemment avec Charles Binamé dans la création d'une série de courts-métrages qui sera présentée au FIFA d'ailleurs. Et ce sont 5 artistes, pour la plupart qui ne connaissaient pas Riopelle. Ah bon? Et qui ont porté un regard actuel sur son œuvre et qui, à leur façon, lui rendent hommage. L'un d'entre eux et d'entre elles nous disait « C'est drôle, quand je regarde Riopelle, quand je porte un regard sur son œuvre, c'est aussi moi que je découvre dans l'entrefait, ma pratique, ma vision de l'art. » Donc, ce sont ces dialogues-là qu'il faut établir. Absolument. Puis ça reste une clé Oui. pour le public aussi. C'est quand on commence à se regarder soi-même à travers une œuvre qu'on sait qu'elle est inépuisable Pertinente. aussi. Oui. Mais c'était vraiment fascinant de vous entendre. Je prends le temps de les remercier, mais avec en mentionnant à nouveau que Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Jean-Paul Riopelle, commissaire générale des célébrations du centenaire Riopelle. Sylvie Lacerte est historienne de l'art, chercheuse indépendante, commissaire invitée de l'exposition qu'on verra à Ottawa, au Musée des Beaux-Arts du Canada, à partir du 27 octobre. Guy Sioui-Durand est sociologue de l'art, commissaire indépendant et conférencier. Et Blair Thompson, vous l'aurez compris, est compositeur et orchestrateur de Riopelle symphonique. Un immense merci à vous 4. Oui, on peut les applaudir. Merci.